Bonsoir à tous et bienvenue en direct de la Bourse de Commerce où je me trouve ce soir. On va passer à peu près une bonne demi-heure, une petite heure ensemble à la découverte de ce lieu, au lieu du patrimoine parisien, mais aussi un haut lieu culturel puisque depuis 1 an et demi maintenant, c'est un musée dédié à l'art contemporain puisqu'il abrite la collection Pinault. Alors, pour m'accompagner ce soir pendant cette visite, je suis en compagnie de, si ça change d'écran, voilà, Sarah de Culture in the City qui est le partenaire de cette visite. Alors Culture in the City, c'est des box cadeaux qu'on peut déposer au pied du sapin et qui vous permettent d'échanger ces box donc, contre des places dans des musées comme ici. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? Exactement, Culture in the City, c'est une offre de coffret cadeaux culturels qui propose une large sélection de spectacles, concerts et musées partout en France. On collabore avec plus de 200 châteaux, centres d'art, musées et monuments. Et on est ravis d'être partenaire de la Bourse de Commerce, qui est un lieu magnifique et emblématique dédié à l'art contemporain. On va découvrir ça ensemble. Et du coup, nous sommes aussi avec Morgane, qui va être notre guide ce soir pour cette visite. Alors, merci de nous accueillir Merci à vous. pour cette visite. Alors, je suis ravie d'être là avec vous ce soir pour vous faire découvrir la Bourse de Commerce et ses 1000 secrets, puisqu'il y a beaucoup de choses à en dire. Super, on va découvrir ça. Je rappelle aux gens, juste avant que la visite commence, que vous pouvez bien sûr poser vos questions en direct si vous en avez et on se fera un plaisir d'y répondre tout au long de la visite et que toute cette visite sera disponible aussi à partir de demain en replay sur Instagram. Peut-être qu'on peut rentrer. Ouais, vous me suivez? On te suit. Je vous emmène. Merci. On va pénétrer au sein de ce monument. Alors déjà, pourquoi la Bourse de Commerce finalement? Pourquoi la Bourse de Commerce? Alors avant même de parler de la Bourse de Commerce, il faut parler du monument qui était là avant, qui était la Halle au Blé, la Halle au Blé de Paris. En fait, ce monument circulaire qui est vraiment un marqueur dans le paysage architectural parisien, c'était auparavant une halle au blé et donc vous pouvez apercevoir ici les derniers vestiges de ce bâtiment qui a été construit entre 1763 et 1767. Les derniers vestiges, eh bien, ce sont les piliers numérotés et ces arcades ici, ainsi qu'un escalier à double révolution, c'est-à-dire deux escaliers qui s'entourent les uns entre les autres. Comme à Chambord. Cette halle au blé, exactement comme à Chambord. Alors à Chambord, c'est un peu différent parce qu'on a des escaliers qui sont des escaliers d'apparat. Ici, à la Bourse de Commerce, on a des escaliers qui sont extrêmement importants puisqu'ils permettent à ce qu'on appelle les forts des halles, ces hommes qui portaient les sacs de blé, de descendre et de monter dans le grenier sans avoir à se rencontrer. Donc ça règle vraiment les problèmes. Il se trouve que c'est quelque chose qu'on a utilisé, nous, en période forte de Covid pour gérer les flux des visiteurs. Vous voyez, problème du 21e siècle, résolution du 18e siècle. On réussit ici à mêler justement le contemporain et l'ancien. Et dans cette halle au blé, du coup, vous allez avoir une existence assez longue d'une centaine d'années, auquel va s'ajouter diverses strates architecturales, puisqu'on vient couvrir cette halle au blé au début du 19e siècle. Alors au début, on utilise une voûte en bois qui brûle, et puis ensuite, on la remplace avec cette voûte en métal qui est encore visible aujourd'hui. Et cette voûte en métal, c'est un des endroits classés de la Bourse de Commerce. Vous avez différents niveau de protection du patrimoine en France et ici vous êtes sur le plus haut niveau de protection puisque c'est la première voûte en fer moulé de France. Ah oui, d'accord. Donc c'est vraiment une majesté d'ingénierie et d'architecture qui a résisté aux assauts du temps, d'autant mieux résisté que lors de la rénovation du bâtiment fait par l'équipe de François Pinault entre 2016 et 2020, on s'est rendu compte que ces panneaux d'architecture tenaient quand même plus ou moins bien et il a fallu les renforcer intégralement pour éviter que cette rotonde ne tout tombe sur le coin du visage. Et donc ce lieu a continué à exister puisque cette bourse de commerce, elle a été transformée à partir de la fin du 19e siècle. De 1874 à 1884, on se pose la question de soit détruire intégralement le lieu, soit au contraire réutiliser ce qui est déjà existant. Et c'est cette solution-là qui va être favorisée. Et donc, on va garder uniquement le squelette de la halle au blé et construire autour cette bourse de commerce qui va être utilisée pendant à peu près 100 ans. Et donc, ça va être un lieu où les commerçants viennent se réunir au centre de la rotonde
pour justement fixer le prix de leurs marchandises. Alors on parle d'une marchandise qui est souvent gérée dans les colonies. On va avoir des épices, on va avoir du sucre, du chocolat, du café, etc. Et on vient représenter ça, marquer cette nouvelle fonction par un décor peint, une toile marouflée, c'est-à-dire une toile qui a été collée à la surface de la coupole, qui a 1400 mètres carrés quand même de toile. Donc on est sur quelque chose d'assez conséquent. C'est monumental, oui. Et cette toile, elle vient représenter le commerce à travers le monde. Alors un monde qui est quand même avec une vision du 19e siècle. Donc on est dans cette idée que le commerce, les échanges commerciaux permettent de civiliser le reste du monde, permettent d'apporter le progrès. Donc on a quand même une vision très européano-centrée avec des représentations qui aujourd'hui peuvent parfois en fait heurter la sensibilité du public, qui peuvent nous apparaître comme très stéréotypés, voire même à la limite du racisme. En fait, c'est extrêmement important pour nous à la Bourse de commerce, justement, de recontextualiser cette œuvre, d'expliquer en quoi elle a sa place ici et pourquoi est-ce qu'effectivement, il faut aujourd'hui interroger ces représentations. Donc cette toile, elle a été restaurée Oui, je crois, complètement. Elle a été restaurée par une équipe intégralement féminine de 20 restauratrices dirigée par Alix Lavaux. Et la restauration a duré 1 an. On a énormément appris au cours de cette restauration sur la toile, sur les personnes qui l'ont peinte, puisque vous aviez 5 artistes différents, 5 studios d'artistes qui ont travaillé dessus. Et on a évidemment des styles différents, des pattes différentes qui demandent des interventions elles-mêmes différentes. Ah, c'est vrai que ce bâtiment, moi j'ai beaucoup apprécié y venir quand ça a été ouvert, quand c'était investi par la collection Pinault, parce que en tant que Parisien, on passait devant, moi je suis passé devant pendant des années sans savoir trop ce qu'il y avait dedans, ce qu'on pouvait y trouver, et en fait le fait que ce soit réouvert grâce à la collection, ça a permis d'enfin pouvoir rentrer dedans. Cet endroit a donc été alloué à François Pinault à partir de 2016. C'est la ville de Paris qui en est propriétaire, qui en est toujours propriétaire d'ailleurs. François Pinault a loué en fait le bâtiment. Il a signé un bail de 50 ans. Et ce qui est assez fascinant, c'est de voir comment est-ce que, à la sortie de ce bail, donc en 2066, si la collection Pinault doit rendre le bâtiment à la ville de Paris, il doit le rendre tel qu'il l'a trouvé, c'est-à-dire sans l'architecture de Tadao Ando, sans cet immense cylindre de béton qui a donc été pensé de façon modulaire, à pouvoir être installé et enlevé assez rapidement et facilement. Donc on montera tout à l'heure dans l'étage qui nous permettra d'avoir une vue aussi un peu plus d'ensemble de l'installation. Alors là, depuis tout à l'heure, on voit les personnes qui suivent ce live, ils voient des flashs, ils entendent probablement aussi un son assez fort. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette œuvre? On peut essayer de se rapprocher un tout petit peu. On a une installation vidéo ici, une œuvre de Henri Sala, qui est un artiste qu'on présente actuellement à la Bourse de commerce avec 5 œuvres, 4 vidéos et une œuvre graphique. Cette œuvre, c'est son œuvre la plus récente, qui date de 2021, qui s'intitule Time No Longer, donc qu'on pourrait traduire à la fois par il n'y a plus de temps, mais aussi le temps ne cesse de s'allonger, de se prolonger. Et c'est vraiment cette question ici du rapport entre musique et temps, de cette question de la musique qui vient allonger le présent, qui crée une sorte de bulle. Et si vous venez à la Bourse de commerce, vous allez vraiment vous rendre compte que c'est pas seulement un visionnage, c'est vraiment une expérience qui va être physique, puisque vous allez être complètement enveloppé par ce son qui semble tourner autour de la rotonde, qui vient vraiment s'inscrire au cœur de l'architecture. Et je conseille d'ailleurs aux personnes de venir plutôt dans l'après-midi, parce qu'en ce moment on a la chance, vu que c'est en hiver, que les journées soient courtes, et de pouvoir profiter de cette ambiance un peu mystique dans cette bourse de commerce de nuit. Oui, André Sala le dit lui-même, il y a une œuvre de jour et une œuvre de nuit. Et effectivement, on a la chance aujourd'hui de découvrir l'œuvre de nuit avec les lumières environnantes et le jeu synesthésique qu'il y a autour de la rotonde. Et c'est une chose que je trouve très intéressante aussi, c'est d'une exposition à l'autre, de voir cet espace qui est absolument dingue, circulaire,
complètement changer selon l'artiste qui va l'occuper. C'est ça. C'est vraiment super. Donc ça, il faut vraiment, La bourse de commerce offre en fait des cartes blanches à un artiste contemporain tous les 3 mois, ce qui fait qu'on a un renouvellement absolument constant dans la rotonde et même dans le reste des espaces, puisqu'on a des expositions qui varient en gros de 4-5 mois à même 7-8 mois. Ça nous est permis puisque ici, on n'est pas vraiment dans un musée techniquement, on est dans un espace d'exposition dédié à une collection privée et donc beaucoup de nos expositions sont basées sur ces collections, ce qui fait qu'on peut avoir des expositions qui vont durer plus longtemps que des expositions qui nécessitent notamment beaucoup de prêts depuis l'étranger. peut-être qu'on peut monter à Bien sûr, l'étage. on va aller découvrir un peu ce bâtiment en prenant de la hauteur. Alors, je profite de ce moment de déambulation pour rappeler aux plus jeunes qui nous regardent que gratuitement, il est possible de devenir membre de la bourse de commerce en prenant une carte d'abonnement qui est donc gratuite et qui offre un accès libre à partir de 16h30 tous les jours. C'est ça, c'est nos membres Super Cercle. Donc vous n'avez qu'à vous inscrire sur internet et donner votre adresse mail. Et si vous avez en dessous de 26 ans inclus, la bourse de commerce vous est ouverte gratuitement à partir de 16h. C'est super. Et c'est vrai que c'est assez sympa parce que on trouve une vraie ambiance. Enfin, moi, j'adore venir à la bourse de commerce, il y a toujours beaucoup de monde. C'est vraiment, enfin beaucoup de monde. L'espace est large, alors du coup, on ne se sent pas oppressé, mais c'est un lieu très vivant. C'est vraiment très agréable d'y venir. Et c'est un lieu que le public aussi réussit à s'approprier. On a aussi beaucoup de personnes, parmi les plus jeunes d'ailleurs, qui viennent souvent prendre des photos ici, dans ce bâtiment, dans ce monument, et qui ensuite, de fait, pénètrent dans les espaces d'exposition. Et c'est quelque chose que nous, dans notre équipe de médiation, on essaye aussi vraiment de valoriser, de leur montrer que voilà, cet art, il peut être accessible et que nous, on est justement un peu les garants, les passeurs de cette accessibilité. Et là, en montant, on se rapproche justement de cette toile marouflée dont on parlait tout à l'heure. Oui, et ça, c'est quelque chose qui nous est vraiment permis avec l'architecture de Tadao Ando, c'est de s'approcher de cette toile qui, bien évidemment, n'était pas visible d'aussi près lorsqu'elle a été conçue en 1889. C'est vrai que cette architecture est vraiment dingue. Là, on peut voir, on est au-dessus donc, de l'espace circulaire où on était il y a 2 minutes. Voilà, et d'ici, vous pouvez voir les vitres du 2e étage où sont basées les expositions. Et au 3e étage, vous allez avoir le restaurant et les bureaux de la conservation. Et pour l'anecdote, ce cylindre de Tadao Ando n'est en fait pas un cylindre, c'est un très léger ovale. Et d'ici, normalement, on peut apercevoir juste en face de nous, vous allez avoir un pan qui ne va pas faire 3 trous de banche sur 2, c'est-à-dire 3 trous de construction, mais 4 sur 2. Et d'ici, vous pouvez savoir où se trouve la villa, pas la Villa Médicis, pardon, mais la colonne Médicis, qui est un élément d'architecture accolé à la Bourse de commerce et qui est l'élément d'architecture le plus ancien de la Bourse de commerce, puisqu'il date de la fin du XVIe siècle. Donc c'est là-bas dans la droite ligne de ce pan à 4 trous de banche. C'est un peu nos repères aussi mentaux et spatiaux dans la bourse. Voilà, moi j'aime beaucoup ici parce que là on voit, quand on traverse, on voit justement il y a un petit trou ici, on voit justement que c'est un espace qui a été ajouté et qui peut être retiré. Complètement. Une structure qui peut être retirée. C'est super que vous ayez montré en fait cet espace parce que c'est quelque chose de tellement discret qu'on remarque à peine. Mais ça, c'est ce qu'on appelle le ma en japonais. C'est ce qui se traduit par l'intervalle. Et Tadao Ando, cette question de l'intervalle, elle est au cœur de son travail. Cette idée de l'entre-deux, de quelque chose qui vient s'insérer dans quelque chose d'autre, non pas pour le mettre de côté, mais justement pour le faire se déplacer, pour décaler un peu le regard, pour montrer en quoi est-ce que en fait, cette architecture contemporaine vient très bien dialoguer avec l'architecture ancienne. Ici, on va retrouver un peu de calme. Oui. On sort justement de l'espace central, on arrive dans les espaces d'exposition. Et vous êtes galerie supérieure. Tout à fait, vous êtes accueillis dans cette exposition qui s'intitule Une seconde d'éternité par ces 3 immenses triptyques argentés de Rudolf Stingel. Stingel ici vient jouer vraiment avec la matière, c'est une œuvre qui demande à ce qu'on s'approche d'elle.
puisqu'il nous dévoile ici en fait la façon dont il a créé cette œuvre. Il vient complètement briser cette espèce de mystique de l'artiste dans son atelier. Il est venu ici apposer une première couche de peinture, une couche blanche sur la toile, et puis ensuite il a recouvert cette couche blanche de peinture avec du tulle, ce matériau extrêmement léger qui est utilisé pour faire les tutus, notamment des danseurs et des danseuses. Et il va jouer avec ce tulle. On peut apercevoir d'ailleurs à la surface cette espèce de treillis en fait qui a laissé une empreinte. Et il vient jouer avec le tulle en le bouchonnant, le froissant, ou à certains moments au contraire en l'aplatissant, en laissant vraiment des marques très nettes. Et puis il vient couvrir cette matière avec une peinture argentée qui va être vraiment émaillée à l'argent, donc qui est assez précieuse. Et enfin, il retire ce tulle, ce qui va donc enlever de la matière picturale et ce qui permet l'apparition de ces immenses paysages abstraits dans lesquels, quelque part, il remet en fait cette subjectivité. Oui, il nous dévoile tous les secrets, mais maintenant, c'est aussi à nous de créer les nôtres, quelque part, puisque dans ces paysages abstraits, on y voit un peu ce qu'on souhaite, on y voit un peu ce qu'on veut. Et c'est des œuvres qui vont résonner de façon intime, différemment pour chacun d'entre nous. Moi, j'y vois un peu un espace de montagne. C'est intéressant que vous dites ça parce que ici, justement, on a des gens qui voient des choses complètement différentes. Un jour, on m'a dit, moi, je vois ici une mer agitée avec des nuages d'orage et le soleil est venu percer dans ces nuages et créer ces immenses trouées de lumière au sommet. Et depuis, je ne peux voir que ça. C'est vrai. On va aller voir la prochaine salle. On va continuer. N'hésitez pas si vous avez des questions aussi, que ce soit sur les œuvres ou sur la bourse de commerce, à les mettre en commentaire. Merci. Donc là, on a beaucoup de chance aussi, parce que la bourse de commerce ferme ses portes à 19h. Donc on a la chance de pouvoir profiter de cet espace entièrement vide, ce qui est très agréable. C'est ça, c'est rare. J'imagine. Non, ah, c'est là que les problèmes arrivent. Les aléas du moi, direct. Je n'ai pas le droit d'y accéder. Bon, on va passer par notre porte. On va aller demander de l'aide. Merci. On ne pénètre pas si facilement dans les recoins de la bourse. La bourse a ses secrets. Exactement. Merci beaucoup. On va aller découvrir ici une de mes œuvres favorites de l'exposition. C'est une œuvre de Larry Bell, qui est un sculpteur américain. Et Larry Bell était fasciné par le verre, fasciné par cette surface changeante. Et il s'est vraiment transformé en ingénieur pour faire ses œuvres, puisqu'il avait comme objectif et comme ambition de créer une surface qui soit à la fois transparente et réfléchissante de chaque côté. Et ici, c'est le cas, avec ce verre métallisé, ces grandes surfaces grisées qu'il a faites. On voit à travers, mais on se voit aussi en tant que reflet. Et en fait, il faut imaginer cette œuvre se transformer au fil des saisons, au fil de la journée, puisque c'est pas du tout la même chose quand il fait jour, et même quand il y a un grand soleil ou quand il fait gris, quand il y a du passage ou quand c'est vide. Et donc, c'est une œuvre qui est un véritable kaléidoscope, sauf qu'au lieu de tenir le kaléidoscope entre vos deux mains et que ce soit vos mains qui transforment l'œuvre, ici, c'est votre corps en entier qui va, avec cette espèce de mouvement que vous allez faire autour de l'œuvre, transformer votre vision, interroger aussi la représentation de l'espace, comment est-ce qu'on le perçoit, est-ce que ce que je vois est vraiment réel, quel est cette espèce de lien trouble entre la réalité et l'illusion, à quel point est-ce que je me fourvoie sur les reflets, est-ce que le reflet est plus réel que moi-même.
Beaucoup de questions en fait, peu de réponses mais beaucoup de questions et une œuvre qui vraiment joue aussi sur la poésie des lieux et sur ces différences de temporalité. Et C'est vrai que c'est très perturbant parce qu'autant les faces teintées, on les remarque très bien, autant celles qui sont claires, on aurait l'impression qu'on peut les traverser. Petite minute muséale, au départ ou à l'ouverture de l'exposition, nous n'avions pas de ligne noire au sol et nous avons eu beaucoup d'accidents, de gens qui littéralement voulaient traverser l'œuvre et n'y sont pas parvenus, autant pour eux que pour nous, tant mieux. Mais vraiment, c'est aussi cette question, en fait, vous avez pu remarquer que justement, il y a une vraie proximité avec les œuvres à la Bourse de commerce. C'est une volonté de la Bourse, de l'institution, que de faire en sorte que les œuvres vous soient accessibles presque comme le salon de François Pinault, comme le salon du collectionneur. Et j'aime beaucoup moi, cet angle-là, parce que super, on voit à la fois le reflet des fenêtres qui sont sur la droite, je ne sais pas si on verra très bien à la vidéo, mais c'est vrai qu'on devine aussi même les bâtiments qui se trouvent en face. Exactement. Et puis on voit aussi le reflet de la bourse elle-même. Et de jour, on voit le reflet des arbres à l'extérieur et on voit le reflet des lumières qui sont en fait de l'autre côté de la galerie. On a l'impression que les lumières sont accrochées dans les arbres. Donc on est en plein dans l'esprit de Noël en ce moment. Ici, c'est un peu le clou du spectacle de la Bourse de commerce, puisque c'est un endroit où la vie extérieure vient faire complètement irruption. Ce que vous voyez sur les murs, c'est le résultat du passage du public depuis 5 mois d'ouverture. C'est une œuvre qui est complètement collaborative. C'est une œuvre de Stingel à nouveau, dont on a vu les grands triptyques argentés. Donc vous voyez que cette question de l'argent et de l'argenté, elle est importante chez l'artiste. Et ici, c'est vraiment un espace de liberté où vous pouvez vous sentir très libre de venir laisser votre marque, que ce soit uniquement en enfonçant le matériau, ou alors vous pouvez voir des gens qui ont laissé des photos, laissé des messages, accrochés avec des pièces. C'est un peu l'anti-musée, parce que la première fois que je suis venu, j'avais été surpris de voir que le gardien me disait, au lieu de dire attention à ne pas toucher l'œuvre, me disait mais vous savez que vous pouvez y aller, vous pouvez coller. C'est exactement ça. Griffonner, donc c'est marrant parce qu'on a des portraits de personnes et puis j'aime beaucoup l'inventivité des gens qui ont trouvé des moyens aussi d'accrocher à des petits bouts. Là par exemple on voit avec une allumette qui a été utilisée pour accrocher un petit mot. Alors cette inventivité, elle est assez fascinante parce qu'on voit aussi comment les gens s'inspirent les uns des autres, deviennent tour à tour des artistes qui vont inspirer le reste du public. Et c'est exactement ça, c'est cette idée en fait qu'on vient renverser complètement cette attitude qu'on peut avoir dans les musées qui normalement est une attitude assez passive avec cette idée de l'art établi comme quelque chose de sacro-saint qu'il ne faut surtout pas toucher pour ne pas l'abîmer. Là au contraire on est dans cette tension de en fait pour créer l'œuvre il faut détruire cette surface. Donc voilà, ça fait combien de temps que l'exposition est ouverte ? 5 mois. 5 mois et on voit en 5 mois que l'œuvre a été à certains endroits bien détériorée forcément. Détériorée ou créée ? Ou créée, vas-y. La question est là. Remarque pertinente. Alors on se situe ici dans une installation assez particulière d'un artiste français, M. Parreno. Et Philippe Parreno nous donne lui aussi l'occasion de jouer avec son œuvre, puisque vous avez ici des ballons que vous pouvez déplacer, avec lesquels vous pouvez jouer. En fait, ici, Parreno nous interroge sur une question assez complexe qui est celle de l'objet et du sujet, et transforme ces objets en ce qu'on appelle des quasi-objets. Le quasi-objet, c'est un objet comme une balle qui vient transformer vous, un sujet pensant, capable de réflexion, conscient, en objet. C'est-à-dire que si je vous lance un ballon, vous allez automatiquement le renvoyer. Et quelque part, vous ne prenez même pas conscience de cette action, vous devenez une sorte d'objet, mais vous pouvez aussi complètement redevenir sujet en choisissant d'aller jouer avec ces ballons de façon volontaire. Cette fois, normalement, j'ai un badge magique qui permet de passer. Parfait.
que vous avez ici à gauche, justement, c'est ce fameux escalier à double révolution. Dont on parlait en début de visite. Exactement. Et je rappelle à ceux qui nous rejoignent en cours de visite que le replay sera disponible demain. Donc si vous avez loupé le début, vous pourrez avoir une séance de rattrapage. On va rentrer ici dans une pièce qui est à la fois très calme et très active, puisque dans cette galerie, on va avoir des jeux sur le reflet, sur la réflexion. Vous avez ici une œuvre qui est particulièrement intéressante à mes yeux, puisque ici, ce que vous voyez, cette espèce de reflet transformé, bien, c'est une photographie. On a du mal à y croire comme ça. En fait, c'est ce qu'on appelle en photographie un photogramme, c'est-à-dire une surface photosensible, un papier photosensible, qui a non pas été exposé à travers un négatif, mais qui tout simplement été exposé à la lumière. L'artiste ici, elle est venue poser ce photogramme dans son jardin pendant 12 heures et elle l'a exposé au passage de la lumière de la lune. Et ensuite, elle l'a manipulé chimiquement. Elle est venue plonger ce papier dans un bain d'ammoniac. Alors, je vous laisse imaginer quand même la taille du bassin. Bain, ouais. Vous aviez à peu près 230-265 litres d'ammoniac, donc qui est un produit extrêmement abrasif, très nocif. Lise Deschênes, la photographe, décrit cette activité comme pas du tout glamour. Elle dit que c'est un processus qui est assez physique, qui est très très fatigant. Ça lui prend 36 heures d'affilée pour faire une image, de la mise en place à la fin, voilà, le traitement chimique de la photo. Et en fait, quand elle plonge cette image dans un bassin d'ammoniac, vous allez avoir une réaction avec les sels d'argent, qui est ce procédé chimique photosensible. Et en fait, avec l'argent, des sels d'argent, et l'ammoniac vient se lier avec l'argent et amener l'argent à la surface. Et ce que vous avez ici, justement, c'est un miroir d'argent. Et elle ne fixe pas complètement l'image, c'est-à-dire que cette image, elle est encore photosensible. Et donc, de jour en jour, même de seconde en seconde, cette image, elle se transforme. Donc, c'est-à-dire que si on restait devant cette œuvre pendant plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs semaines, peut-être, notre image serait fixée différemment, exactement. Et ici, ce halo bleuté que vous avez, par exemple, n'était absolument pas présent à l'ouverture de l'exposition. Ces œuvres, elles sont comme nous. Cette œuvre, elle est nous. Non seulement elle nous reflète, mais en plus, elle nous parle de notre propre fin. Ouais. En plus. C'est vrai qu'elle est très touchante et on disait, c'est vrai qu'en préparant aussi ce direct, tu me disais que c'est assez curieuse de voir comment le propriétaire de l'œuvre allait réagir en la récupérant. C'est vrai que c'est assez étrange parce que c'est pas du tout des changements qu'on voit au quotidien, mais quand on est dans les salles tous les jours et que le temps passe, on voit justement en fait ces traces et ces gravures, et c'est un peu comme retrouver un être cher qu'on n'a pas vu depuis longtemps et voir les nouvelles marques sur son visage, voir un peu ce qui s'est passé. Et c'est une œuvre qui, de ce fait, a aussi une portée très intime et très émouvante. Bien sûr. Et en parlant de reflets et de changements, on va continuer avec cette œuvre de Nina Kanell ici. Nina Kanell, c'est une artiste d'origine suédoise et elle est venue apposer sur ces plaques de grès de l'eau. C'est ce qui vient créer cette surface complètement transparente et brillante. Et elle est venue emprisonner cette eau grâce au passage d'un vernis à l'extrémité de la plaque. Et cette eau, de fait, comme elle est emprisonnée, eh bien, à ton avis, qu'est-ce qui va se passer? Mais elle devrait... je ne sais pas, en fait. Est-ce qu'elle va rester constante? Non, forcément, elle va s'évaporer, Exactement. elle va disparaître. Exactement. On rejoue à nouveau sur cette idée de la transformation très lente de quelque chose qui est invisible à nos yeux d'humains, mais qui pourtant se passe. Et cette œuvre, moi, j'aime bien la décrire au public comme une œuvre du soin, parce que c'est une œuvre qui vient prendre soin de nous. Cette eau, elle vient se déposer sur notre peau, sur nos cheveux. L'eau, c'est ce qui nous compose. L'artiste a vraiment voulu faire un lien physique, chimique, entre nous et cette œuvre. Et puis, bien, c'est une œuvre qui prend soin de nous, certes, mais c'est une œuvre qui, pour qu'elle puisse prendre soin de nous, eh bien, il faut qu'on prenne soin d'elle. Et donc, tous les jours, nous, on vient remettre un peu d'eau sur ces plaques, on vient les nourrir.
Et c'est vraiment cette idée voilà, d'une œuvre qui vient jouer aussi le rôle d'un amplificateur, parce que le passage des visiteurs dans la galerie vient faire trembler le sol de façon quasiment indécelable. Mais ensuite, ce grès vient amplifier ces résonances qui se voient ensuite dans l'eau. Et c'est comme une sorte de, voilà, un immense amplificateur, une sorte de musique invisible du monde, qui n'est pas moins réelle, même si elle est invisible. Et en parlant d'eau, justement, on a une œuvre qui vient faire le lien ici avec cet élément, puisqu'on se retrouve devant une toile peinte par Miriam Kann, une toile qui s'intitule Mare Nostrum. Mare Nostrum, en latin, c'est la mer Méditerranée. Et ici, elle représente un événement tragique qui est la noyade de migrants en mer Méditerranée. Et elle nous interpelle sur les causes aussi de ce drame, sur notre responsabilité quelque part, sur la déshumanisation aussi de ces personnes, puisque vous voyez, ces personnes sont complètement transformées, soit déjà en une forme de cadavre, vous avez une sorte de crâne qui a été apposé sur le visage de cette personne, soit en une sorte de monstre marin. On a presque l'impression ici de voir un être d'algue ou une sorte de grand poulpe géant, et elle nous donne en fait un indice sur ce qui arrivera à ces corps une fois qu'ils auront touché le fond de l'océan, c'est-à-dire une disparition complète, une annihilation complète. Et elle nous indique en fait de façon à la fois très frontale, très crue, l'impossibilité de ce sauvetage, puisqu'elle vient placer la ligne d'horizon assez haute, suffisamment basse pour qu'on puisse voir que l'horizon est là, on puisse voir que la catastrophe vient d'arriver, mais elle vient passer ces personnages quasiment en dehors du cadre, ce qui fait que tout sauvetage est impossible. Elle est incroyable cette œuvre, parce que moi je trouve ce bleu vraiment très beau, et c'est vrai que si on se décale un peu, on peut voir des différentes teintes aussi. Et en même temps, on a cette histoire qui est tragique. Qui est tragique. Et justement, Miriam Kann, elle dit quand elle fait cette œuvre, elle est en colère. Et qu'elle utilise cette colère, en fait, comme un matériau pour le sublimer, c'est-à-dire littéralement le faire changer d'état. Pour raconter l'indicible, raconter en images ce qu'on peut à peine dire par des mots, parce qu'effectivement, comment justifier le décès d'une mère et de son enfant ? Ah oui, qu'on devine en bas, effectivement. Ah, c'est terrible. Et c'est pas la seule artiste dans nos galeries qui travaille justement sur ces questions de représentation, sur des questions qui sont très actuelles et très politiques. Juste derrière cette simèse, on a ici une œuvre de l'artiste africaine-américaine Miriam Kann. Vous avez 39 images, toutes similaires, mais qui changent de format, qui vraiment court sur 3 murs. Donc on a le sentiment d'être complètement enveloppé, d'être complètement enfermé dans cette représentation. Et Miriam Kann, ici, elle vient dénoncer en fait l'homogénéisation de la représentation de l'homme noir, le fait qu'on vient apposer des clichés qui viennent complètement nier la diversité et la variété des vécus de ces personnes. Et elle vient aussi interpeller la violence qui est faite à l'encontre de ces corps noirs. Lorsqu'elle fait cette photographie, on est en 2012, vous voyez ici que cette figure, elle porte un t-shirt à capuche. En fait, en 2012, c'est le mort de Trayvon Martin, un jeune homme africain-américain qui est mort pour la simple raison qu'il était noir dans un espace public aux États-Unis, et il portait un sweat à capuche ce soir-là. Et vous avez des manifestations qui ont porté vraiment la population américaine dans les rues et qui portaient justement ces sweats à capuche. Et quelque part, Karimeh Weems, elle décide aussi de façon, à mon sens, extrêmement pertinente et intelligente de préserver son public noir, puisqu'elle aurait pu présenter une frise des personnes qui sont mortes du fait de la violence systémique blanche aux États-Unis. Elle choisit ici de représenter une figure floue, de littéralement la neutraliser, parce que justement, elle ne veut pas soumettre son public noir à la violence qu'ils peuvent déjà subir au quotidien. Et ça nous permet à nous de justement faire un pas de côté et réfléchir sur ces représentations, réfléchir de là où elles viennent. Et si on repense par exemple aux représentations qu'on a vues dans la toile marouflée, notamment sur les représentations du continent africain, c'est là qu'on peut voir aussi les liens et les questions des représentations mentales dans nos imaginaires et le pouvoir qu'ont ces images. Et c'est vrai que cette œuvre est en plus assez perturbante, parce qu'on arrive, on voit tous ces
personnage flou forcément, et elle invite aussi à s'en approcher, je trouve. Complètement, et on a cette sensation que peut-être que si on s'approche d'un plus petit format, l'image sera plus nette et on se retrouve à nouveau complètement bloqué, et puisque l'image est tout aussi floue même en étant proche. C'est vrai. On arrive dans la dernière salle. Ici, on retrouve des œuvres assez énigmatiques qui interrogent beaucoup notre public, en particulier cette immense sculpture ici de lumière. C'est une œuvre d'une artiste qui s'appelle Hélène Sturtevant. Et Hélène Sturtevant, dans sa pensée artistique, elle utilise le phénomène de la reproduction. En fait, elle fait partie de tout un groupement d'artistes qui, dans les années 70 aux États-Unis, viennent s'interroger sur qu'est-ce qui rend une œuvre unique, qu'est-ce qui rend une œuvre originale, c'est quoi être auteur. Et elle, sa réponse, c'est quelque part de reproduire les œuvres d'artistes contemporains ou non pour montrer en fait qu'est-ce qui fait un geste unique. Et ici, on va le percevoir très très bien puisque elle vient reprendre l'œuvre d'un artiste d'origine cubaine et travaillant aux États-Unis qui s'appelle Félix González Torres. Et Félix González Torres a travaillé d'une façon assez fascinante en histoire de l'art, puisque quand vous achetez une œuvre de Félix, vous n'allez pas acheter un objet, vous allez acheter un petit bout de papier qui s'appelle un protocole, et c'est à vous, en tant que propriétaire, de construire l'œuvre. Et donc vous allez avoir toujours des sculptures qui vont être très simples, voire simplistes, parce que si je vous donne un protocole en vous disant, alors l'œuvre c'est une sculpture en marbre de 2,5 tonnes de la Joconde en train de faire du patin à glace, vous allez moyennement apprécier. Si je vous dis l'œuvre, elle est composée d'ampoules, vous allez dans n'importe quel magasin de bricolage et en 30 minutes c'est fait, c'est quand même beaucoup plus pratique. Et puis Félix donnait aussi la liberté de l'exposition de ses œuvres, ce qui fait qu'en tant que propriétaire, vous pouvez présenter ces œuvres de la façon dont vous le souhaitez. Donc ces œuvres, elles sont toujours en reconstruction, en reconfiguration. Elles sont toujours en train d'être réinventées. Il y a beaucoup d'intimité qui est portée par ces œuvres. Et ici, Sturtevant, comme elle vient travailler uniquement de mémoire, elle vient bloquer intégralement ce système-là. Elle a vu America, America de Félix González Torres présentée de cette façon-là dans une institution. Elle est venue la reproduire de mémoire dans son studio. Et aujourd'hui, on ne peut que la représenter de cette façon-là, puisque ce n'est plus une œuvre de Félix, c'est une œuvre de Sturtevant. Ah oui, d'accord. Donc celle-là, si on la voit dans un autre musée vous la verrez demain, uniquement présentée de cette façon. Et ça a une vraie incidence aujourd'hui, par exemple, parce que Félix González Torres avait prévu quelque part que certains des matériaux ne seraient peut-être plus accessibles dans le futur et avait autorisé le remplacement de certains matériaux par d'autres plus proches. Donc aujourd'hui, quand on expose une œuvre de González Torres, on expose des lumières avec des LED. Ici, avec Sturtevant, c'est pas possible. On est sur une œuvre historique, donc on utilise des ampoules à filament. Sauf qu'aujourd'hui, dans une temporalité où l'électricité devient une ressource assez rare et assez recherchée, et surtout très chère, eh bien, on a une œuvre qui peut coûter 3 fois plus qu'une œuvre avec des LED. Bien sûr. Ça paraît complètement trivial, dit comme ça, mais c'est aussi des questionnements pour les institutions. Et on peut finir cette visite d'art contemporain sur une œuvre pas du tout contemporaine. On est ici face à une photographie qui date de 1857. C'est une photographie très ancienne. La photographie, elle est inventée à partir de 1839. D'accord. Elle est inventée à plusieurs endroits, mais globalement à peu près au même moment. Et la photographie, elle est présentée en 1839 à l'Académie des sciences et non pas l'Académie des arts, parce que c'est vraiment perçu comme une technique de reproduction. C'est une découverte scientifique. Ouais. Complètement. Et le but avéré de la photographie, ou un des buts de la photographie, à chaque fois, ça va être de toucher à l'instantanéité, à essayer de capturer vraiment le temps le plus rapidement possible. Alors en 1839, on n'en est pas trop là. On a des temps d'exposition qui durent plusieurs minutes. Et puis, au fur et à mesure que le temps va passer, justement, on va avoir des techniciens, des photographes qui vont travailler sur cette question de la temporalité. Et Gustave Le Gray, le photographe ici présent, a beaucoup travaillé sur ces questions-là. Et en 1850, il réussit à inventer un procédé qui permet de tomber le temps d'exposition à peu près 1 seconde. Et ici, ce paysage, il est fabuleusement intéressant puisqu'il est complètement faux.
C'est Photoshop avant Photoshop, ce que vous voyez ici. Déjà à cette époque? Déjà à cette époque. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce que c'est intéressant. Vous ne pouvez pas, techniquement, en 1857, prendre un ciel avec autant de nuages détaillés et une mer aussi détaillée que ça. Soit vous allez avoir un ciel parfait, auquel cas vous aurez une mer sous-exposée, donc complètement noire, soit vous aurez une mer parfaite et vous aurez un ciel surexposé et donc complètement blanc. Comment on fait? Eh bien, on triche. Et Gustave Le Gray, il sait très bien tricher. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser non pas un négatif, mais deux négatifs. Ici, le négatif, vous avez peut-être l'habitude d'avoir des négatifs qui sont des films assez légers, assez flexibles. Là, le négatif, c'est une plaque de verre. Et c'est une plaque de verre qui fait la taille du positif ici et qui fait la taille de l'appareil photo. Donc il faut vous imaginer quand même de quelque chose d'assez encombrant. D'autant plus que pour faire tomber le temps d'exposition à 1 seconde, il faut préparer son négatif juste avant de prendre la photo. Il faut donc avoir sa chambre noire avec soi, faire ses manipulations chimiques dans le noir complet et dès que votre photo a été prise, traiter, fixer le négatif à nouveau dans cette chambre noire. Donc c'est un protocole qui est assez lourd, particulièrement compliqué. Et l'avantage, c'est que quand vous voyez votre négatif, vous savez tout de suite s'il est raté ou pas, vous savez tout de suite si vous devez en reprendre un ou pas. Et une fois que vous êtes dans votre studio à Paris, en ayant croisé très fort les doigts pour qu'aucun négatif ne se soit brisé dans le transport, ça peut arriver, c'est du verre, c'est très fragile, eh bien vous allez prendre un papier photosensible, comme les papiers photosensibles dont j'avais parlé un peu avant avec Lise Deschênes. Vous allez mettre votre papier photosensible sur le négatif, cacher la partie que vous ne voulez pas voir apparaître dans la photographie, le faire une fois, le faire 2 fois, et voilà le résultat. C'est incroyable, on n'aurait pas du tout l'impression quand on y arrive, qu'on arrive devant cette photo, de se dire que voilà, il y en a deux dans une. Exactement, et Gustave Le Gray, il vient un peu mettre le pied dans la fourmilière quelque part, puisque l'Académie des Beaux-Arts explique que la photographie, c'est pas un art, c'est une technique, parce que l'art, justement, c'est prendre les morceaux de la réalité, de la nature qui nous entoure, et les agencer pour faire quelque chose de beau. Oui, mais Gustave Le Gray, en l'occurrence, c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Et d'ailleurs, quand il avait un ciel particulièrement réussi, il le réutilisait dans d'autres images. Et donc, c'est assez commun ou courant de voir certains paysages avec des ciels exactement similaires, mais des mers complètement différentes. Donc là, on voit la réalité du photomontage. Donc, comme quoi on peut déculpabiliser aujourd'hui quand on utilise la fonction remplacement de ciel dans Photoshop. N'hésitez pas, ça se fait depuis que la photographie est photographie. Très bien. Merci beaucoup. Là, on s'est fait 40 minutes qu'on est ensemble. Merci infiniment. C'était très intéressant. Merci pour cette visite. Il y a quelqu'un qui te salue d'ailleurs, qui dit coucou Morgane. Et puis, je rappelle à toutes les personnes qui ont suivi ce live qu'elles peuvent donc revenir à la Bourse de Commerce pour découvrir l'ensemble de cette exposition et toutes les œuvres que nous n'avons pas pu voir. Bien sûr. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi ce direct. Je vous rappelle qu'il sera disponible demain en replay sur Instagram et on se dit à très bientôt. Merci, au revoir.